Avez-vous déjà ressenti un malaise en donnant du feedback? Peut-être, si vous êtes comme moi, par peur de blesser l'autre ou d'être mal compris. Et si je vous disais qu'un feedback authentique peut transformer une relation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle? Alors donner un feedback, c'est une compétence essentielle, mais souvent très mal maîtrisée parce que il faut gérer les émotions. Et trop de leaders évitent les conversations difficiles ou à l'inverse les mènent de manière maladroite. Aujourd'hui, je vais partager mon propre parcours dans l'art du feedback authentique et comment ça a changé mes interactions. Bonjour, je suis Christophe Rousseau, auteur, coach, ingénieur, physicien, créateur du leadership holistique et apprenti de druide. Bienvenue dans cet épisode sur le feedback authentique. Alors d'abord, c'est quoi le feedback authentique? Alors, c'est un feedback qui s'exprime avec sincérité, qui exprime un ressenti ou une observation dans le but d'aider l'autre à grandir et à s'améliorer. Et donc c'est pas du tout un feedback pour critiquer. Alors on parle de critique constructive, qui est typiquement français, je pense. Euh, dans le mot critique constructive, il y a quand même critique. Et souvent c'est mal compris. Donc l'idée de feedback authentique, je préfère ce mot de feedback authentique à critique constructive, parce que vraiment l'idée c'est de donner un point de vue, d'exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on observe, mais vraiment dans le but d'aider la personne à qui on fait son feedback. Et ça, c'est l'idée de la faire grandir et de s'améliorer. C'est un des fondements du leadership holistique. Donc, c'est parler avec honnêteté, mais aussi avec bienveillance, c'est-à-dire être authentique. Et pourquoi c'est si difficile finalement de faire ces feedbacks? En tout cas pour moi, et probablement qu'un certain nombre d'entre vous qui m'écoutez êtes dans la même situation ou avez été dans la même situation. C'est qu'on a la peur d'être perçu comme trop critique, ou on a on a la crainte de blesser, ou simplement de créer un conflit. Et on n'aime pas les conflits. Moi, en tout cas, moi, c'est le genre de truc que je fuis complètement. Je déteste les conflits. Alors, il y a des gens qui aiment ça, hein, pas de problème. Moi, je déteste le conflit. J'ai peur de blesser. Donc, pendant longtemps, j'avais de la peine, surtout quand j'étais jeune manager, de faire du feedback à mes collaborateurs dans cette crainte de blesser les autres et de rentrer dans un conflit. Et ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, d'être euh, mal aimé. C'est cette idée que je voulais que tout le monde m'aime et que si je faisais une critique trop acerbe, trop blessante, on allait plus m'aimer en tant que manager ou en tant qu'ami ou en tant que conjoint, hein. Et on n'est pas formé à cet art du feedback et c'est un art. Vous savez que je suis apprenti druide et dans le druidisme, tout ce qu'on fait est un art. L'art de la vie, hein, l'art de la forge, l'art de la cuisine, l'art de l'enseignement. Voilà, il y a plein d'arts. Et là, et le feedback, c'est vraiment un art. Et puis on peut se perfectionner. Il y a une étude de Gallup de 2021, je crois, oui c'est ça, qui montre que 89% des employés souhaitent recevoir du feedback constructif, donc du feedback authentique, mais seulement 28% disent en recevoir régulièrement. Donc ça veut dire qu'on soit on n'en reçoit pas, soit quand on en reçoit, c'est très dégradant et très blessant. Et du coup, on rentre dans une mécanique qui se rapproche du harcèlement moral. Donc il faut faire très attention à ça. Moi, mon petit exemple personnel, c'est qu'au début de ma carrière de manager, donc j'ai commencé à être manager, j'avais 30 et quelques années. Moi, j'avais tendance, et puis dans ma vie privée, c'était un peu la même chose d'ailleurs, j'avais tendance à éviter des conversations difficiles. Parce que, pour les raisons que j'ai données tout à l'heure, hein, moi j'avais peur de blesser, et j'avais peur de ne plus être aimé, en fait, de ne plus être apprécié. Donc j'avais peur de tout ça. Et donc je préférais éviter ce que je disais que je préférais éviter les conflits, mais finalement je préférais éviter toute source possible de conflit, donc je faisais pas de feedback, ou je gardais pour moi les choses. Et puis du coup, alors déjà, ça crée des malentendus, parce que la personne en face a peut-être une mauvaise idée de ce qu'on pense, parce qu'on n'exprime pas clairement ce qu'on pense. Et puis ça a créé des tensions qu'on va accumuler. Alors moi j'étais très fort pour ça, hein, accumuler les tensions, donc ça génère du stress, ça génère chez moi ça génère des migraines, mais ça peut générer aussi des tensions musculaires. Donc vraiment c'est vraiment catastrophique. Et c'est en apprenant à donner un feedback clair et puis en le pratiquant, hein, parce que ça c'est important, c'est de donner.
d'apprendre, pardon, la théorie, on va dire, ce que je vais vous fournir aujourd'hui, mais après, faut pratiquer. Et du coup, j'ai appris à donner du feedback clair et bienveillant pour que mes relations professionnelles s'améliorent et que je sois vraiment perçu comme un leader, un manager euh, euh, en qui on pouvait avoir confiance et avec qui on pouvait communiquer parce que j'ai appris à être capable de communiquer avec bienveillance et authenticité. Alors les conséquences d'un mauvais feedback, je pense que vous l'avez tous vécu, que ce soit dans le monde professionnel, que ce soit dans le monde, dans votre cercle social euh, ou dans votre vie familiale, un feedback mal formulé peut être perçu comme une attaque personnelle. Et puis ça va entraîner une perte de confiance. Euh, voilà, si un manager vous dit toujours, tu fais toujours des erreurs, ou il répète, en fait, il répète tout le temps les choses qu'on fait mal, selon lui. Alors ça finit par démotiver, ça engendre de la frustration, et ça peut aller jusqu'à du harcèlement. On appelle du mobbing hein, en bon français. Ça entraîne aussi de la résistance au changement. Si le feedback n'est pas constructif, s'il n'est pas authentique, il va générer aucune amélioration. Parce qu'on va prendre toujours les choses mal, on va se buter. Et moi, si on me bute, je sais pas comment vous êtes, mais moi, si on me bute, je, je fais pas, quoi. Je bloque. Je peux être, euh, comment dire, je ne veux pas avoir une attitude destructive. C'est-à-dire que je vais faire le contraire de ce qu'il faudrait faire. Juste pour prouver à l'autre qu'il a tort. Donc vraiment, ça entraîne des schémas très complexes. Alors que les bénéfices d'un feedback authentique, bah, c'est la clarté et la croissance, et c'est le renforcement de la relation. La clarté et la croissance, bah, lorsque mon chef me fait un retour précis et bienveillant sur une présentation, par exemple, bah, moi, ça me permet d'améliorer ma communication de manière significative. Et puis, ça renforce mon estime de soi et, euh, et ça renforce aussi le résultat final qui va être amélioré parce qu'on m'aura fait un feedback. L'idée, c'est pas de faire un feedback positif, c'est de faire un feedback bienveillant, authentique, qui met l'accent sur les choses qui vont bien et sur les choses qui vont moins bien, selon la perception de la personne en face, et qui me permettent moi de m'améliorer. Et si c'est bien présenté, je vais mettre en place ces améliorations. Par contre, si je me sens agressé, je me sens, comment dire, rabaissé, je vais avoir tendance à me renfermer et du coup, je vais pas, non seulement je vais pas améliorer mon travail, mais en plus, je vais pas améliorer mon attitude. Et puis le renforcement de la relation, parce que un feedback sincère, ça crée un espace de confiance et de respect mutuel, ce qui fait qu'on aura plus tendance à aller voir la personne qui fait un feedback authentique pour lui demander des conseils, pour lui demander son feedback. Plus on a confiance en cette personne, en ses compétences et à son retour bienveillant et authentique, et plus on va aller la voir, et plus le partnership va évoluer de manière positive. Il y a une statistique intéressante, c'est que les équipes qui reçoivent régulièrement du feedback constructif augmentent leur productivité de 12%. Ça, c'est une étude de Harvard Business Review de 2020. Donc 10%, c'est quand même pas négligeable. Et, euh, et en plus, ça coûte rien. Je veux dire, c'est le fait de faire du feedback authentique, constructif, bienveillant, ça ne coûte rien, si ce n'est apprendre certaines techniques, qui est utile dans le monde professionnel, mais qui est aussi utile dans votre vie privée. Et du coup, c'est un double avantage. Bill Gates disait, nous avons tous besoin de gens qui nous donnent du feedback, c'est ainsi que nous progressons. Évidemment, cette philosophie du feedback, elle a contribué au succès de Microsoft, bien sûr, mais je trouve que c'est intéressant de cette idée de dire, on ne peut pas progresser sans feedback. On a besoin d'échanges. On a besoin de tester, voilà, d'échanger pour améliorer le travail ou quel que soit le projet sur lequel on travaille. Ça peut être un projet professionnel comme ça peut être un projet privé. Il y a un proverbe, africain que j'aime beaucoup qui dit que seul on avance plus vite, ensemble on avance plus loin. Donc voilà, je trouve intéressant comme idée. Euh, alors quelles sont les erreurs que moi j'ai pu faire, et puis que probablement vous allez faire ou vous avez fait, dans l'apprentissage de ce feedback, parce que c'est pas facile. Moi, c'était pas quelque chose de naturel pour moi. Voilà. Moi, je suis quelqu'un d'introverti, la peur de blesser était très forte, donc faire du feedback, ça a toujours été très difficile.
Et puis, bah, il m'est arrivé, il y a longtemps maintenant, il y a plus de 20 ans, d'être très critique dans des séances, voire agressif, et sans proposer d'alternative finalement. Et ce qui fait que ça a généré que du conflit en fait. Et ça m'a vraiment coûté, je me rappelle une année, euh, quand je travaillais à ST Microelectronics du côté de Aix-en-Provence, donc dans les années 2000, début des années 2000. Il y a une période de ma carrière professionnelle où j'étais pas très agréable. Alors, il y avait des raisons personnelles. Enfin, il y avait des raisons. Je cherche pas de justification, mais en tout cas, il y avait une situation personnelle, parce que c'était à l'époque où ma fille était hospitalisée pour sa hanche, euh, puisqu'elle est née avec une hanche luxée. Et donc, c'était une année très difficile où mon épouse et moi, elle passait la semaine à l'hôpital, puis moi, c'était les week-ends, et puis c'était très, très difficile. Donc, j'étais tendu, stressé, et du coup, au travail, j'étais vraiment désagréable et très critique. Et du coup, je me retenais plus. Il fallait que je lâche à un moment, voilà, la vapeur. Et donc pendant des séances, des meetings avec des collègues de travail, donc des chefs de service comme moi, ou des chefs de production, des chefs d'équipe, euh, j'étais très critique sans proposer d'alternative, et ça a vraiment été source de conflit. Et c'est la première fois de ma carrière professionnelle où j'ai eu une mauvaise évaluation annuelle. Et je l'ai très mal pris sur le moment, je l'ai très très mal pris. Mais évidemment que après, avec le temps, j'ai compris que le problématique venait de moi et pas forcément des autres. Mais voilà, c'est une vraie expérience de vie. Et puis j'évitais les conversations difficiles parce que j'arrivais pas à gérer en fait. Donc plutôt que d'adresser des problèmes, je les mettais sous le tapis et puis ça crée des tensions et puis évidemment de très mauvais résultats pour mon service. Donc c'était vraiment pas une bonne approche. Donc, quelle leçon j'ai apprise? La première, c'est de préparer le terrain. J'ai compris qu'un feedback efficace commence par une relation de confiance. Donc, c'est pas du jour au lendemain qu'on se dit, bah voilà, voilà, viens dans mon bureau, je vais te faire un feedback et puis ça va bien se passer. Alors oui, la première fois, ça peut être déstabilisant pour la personne en face, surtout si elle n'a pas l'habitude. Et donc, il y a la question de la confiance qui est quand même importante, c'est-à-dire de créer du lien, euh, d'être exemplaire, d'être quelqu'un sur qui on peut compter, etc. D'être un vrai leader confiant. Euh, et ça aide à préparer à pratiquer le feedback authentique. Alors l'un implique l'autre, est-ce que c'est le premier qui implique l'autre ou c'est l'inverse? Je ne sais pas. En tout cas, ça fait partie des données importantes. Et puis l'idée, c'est d'utiliser des structures simples. La première méthode que j'ai appris, qui finalement alors on dit toujours, commencer toujours par une bonne nouvelle avant d'annoncer une mauvaise nouvelle si on veut faire un feedback négatif. C'est un peu plus puissant que ça, c'est plutôt la méthode du sandwich, c'est on commence par mettre en avant des choses positives, et puis on parle des axes d'amélioration, puis on refinit sur des choses positives, on refinit sur une note positive. Donc ça c'est la première technique qui est très simple et qui marche quand même assez bien. Je vais vous donner quelques outils, quelques outils pratiques pour donner un feedback authentique que je trouve intéressant. Donc au-delà du sandwich, on va aller un peu plus loin. Il y a la méthode DESC, D-E-S-C. Alors DESC, c'est un acronyme pour décrire, exprimer, spécifier et les conséquences. Alors décrire, c'est-à-dire on décrit les faits de manière neutre. Par exemple, lors de la réunion, tu as interrompu plusieurs fois. Après, on exprime son ressenti. Ça a perturbé la fluidité de l'échange. Et vous voyez, c'est pas un truc personnel, c'est la fluidité de l'échange. Après, on va spécifier, donc on va proposer un changement concret. Peux-tu attendre que chacun termine sa phrase avant d'intervenir? Donc euh, arrête de couper la parole, c'est pas ça qu'on dit. C'est ce qu'on aurait plutôt tendance à dire, c'est que tu coupes trop la parole. On est dans le reproche, tu coupes trop la parole. Là, on lui demande est-ce que tu peux attendre que chacun termine avant d'intervenir, c'est-à-dire qu'on lui propose une solution qu'on ne peut pas refuser évidemment. Et la conséquence, c'est qu'on explique les bénéfices attendus. Ça va permettre à tout le monde de s'exprimer équitablement. Donc voilà, ça c'est la méthode DESC, très efficace. Je vous encourage vraiment, c'est très proche de la communication bienveillante ou de la communication non violente. Le deuxième outil, c'est le feedback à chaud ou à froid. Alors, donner un feedback immédiatement après un événement pour avoir un impact plus fort à chaud, mais il faut vraiment maîtriser ses émotions. Donc, ça peut être intéressant, mais il y a quand même un risque, hein. Ça peut être à double tranchant. Ou alors,
on attend le moment approprié, surtout si la situation est émotionnellement chargée. Et puis là, on va plutôt faire un feedback à froid. Donc ça, c'est une question de... comment dire? Il faut le sentir un petit peu, tu vois. Il faut comprendre que s'il y a trop d'émotions, il faut mieux attendre. Euh, alors, typiquement, c'est les feedbacks. Alors là, on parle de feedback oral, mais il y a aussi les feedbacks écrits. Euh, la- 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 L'adage qui dit que quand on en reçoit un email où on se sent agressé, il faut toujours passer la nuit dessus. C'est le cas. C'est rare. Quand on reçoit un email qui nous agresse, alors, et c'est pas forcément fait pour ça. Comme c'est un écrit, il n'y a pas les émotions derrière, et c'est pas toujours facile de savoir ce que la personne veut dire juste à cause de l'écrit, hein. C'est comme quand on envoie des SMS, hein. C'est pour ça qu'on a créé des emojis d'ailleurs. Donc quand on reçoit un email qui génère une émotion négative, que ce soit de la frustration, de la colère, du stress, peu importe, surtout ne jamais répondre à chaud. Laisser passer la journée. Alors évidemment, si c'est un truc où on demande une réponse urgente, voilà, il faut aller prendre l'air, il faut discuter avec des collègues, il faut faire redescendre la tension, surtout pas la faire monter, et puis répondre au moment opportun. Si on peut attendre le lendemain, c'est encore mieux. Donc donner du feedback à froid s'il y a des émotions fortes. S'il n'y a pas d'émotions fortes, mais on veut avoir un impact immédiat fort, en ce cas-là, on fait un feedback à chaud. J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. Dans un autre épisode, on pratique l'écoute active. Donc je vous encourage à écouter cet épisode sur l'écoute active si jamais vous ne l'avez pas écouté. Donc, avant de donner un feedback, écoutez toujours la perspective de l'autre pour éviter les malentendus. Plutôt que de commencer un entretien par attaquer directement, on va peut-être demander à la personne, bon déjà comment ça va, on détend un peu l'atmosphère, et puis on lui pose une question ouverte. Comment as-tu ressenti ta performance lors de cette présentation? L'idée est de lui apporter du feedback authentique sur sa performance, sur la présentation. Alors sur la présentation elle-même ou sur la façon dont il a fait la présentation, c'est deux choses, hein. Et mais d'abord parce que lui va lui ou elle, hein, la personne en face va nous donner des informations sur la façon dont elle a vécu cette expérience, et peut-être qu'elle va déjà donner des éléments que vous vouliez lui dire. Donc du coup, ça va vous permettre de faire ce feedback plus facilement. Et puis ça va vous permettre de voir aussi si la personne elle a pas du tout vécu comme vous. C'est-à-dire que de son côté, typiquement, elle a très bien vécu, alors que vous avez l'impression que c'est pas super réussi. Ou que si c'est une présentation à un client, le client n'a pas du tout aimé, par exemple. Mais d'abord, on ouvre un peu avant d'ouvrir le feedback, on ouvre la perspective de l'autre pour vraiment éviter tout malentendu. Ça, c'est super intéressant. Je voudrais vous parler de deux livres qui sont très intéressants. Alors, je ne crois pas qu'ils existent en français. Le premier livre, c'est un livre de Kim Scott qui s'appelle Radical Candor, avec mon bon accent anglais, hein. C'est un livre très influent sur le leadership et la communication en entreprise. Il propose un cadre de management basé sur la franchise radicale, qui consiste à se soucier personnellement tout en challengeant directement ses collaborateurs. Donc, ouais, c'est super intéressant. Et puis, alors, Kim Scott, dans son bouquin, il explique qu'il y a quatre types de feedback. Il y a les candides radicaux, le candide radical, c'est-à-dire que c'est une personne qui se soucie réellement des gens et qui donne un feedback honnête et direct, même s'il est difficile à entendre, mais il est capable de mettre les formes, mais d'être direct. Pas tourner autour du pot sans 7 ans, hein, d'être direct. Le candide radical. Il y a l'empathie ruinante, c'est-à-dire qu'on se soucie des autres, mais on évite d'être honnête pour ne pas blesser, puis ça, du coup, ça va nuire à leur développement. Et moi, ça a été longtemps mon cas. J'ai été longtemps quelqu'un de très empathique, mais du coup, avoir une empathie ruinante parce qu'elle ne va pas aider l'autre. Ensuite, il y a l'agressivité manipulatrice, c'est-à-dire qu'on ne se soucie pas vraiment des autres et on évite les conversations difficiles, par calcul ou par lâcheté. Donc là, vraiment, tout faux. Et puis, on a l'agressivité brutale, c'est-à-dire qu'on donne du feedback direct, mais vraiment sans empathie, sans empathie. C'est-à-dire qu'on y va, on rentre dans le lard, comme on dit, hein. Ça peut être évidemment perçu comme cruel ou humiliant. Et pourquoi c'est puissant, ça, je trouve c'est super intéressant, c'est que l'auteur insiste sur le fait qu'un bon leader doit oser dire la vérité, même si c'est inconfortable, mais avec bienveillance.
Ça permet d'éviter les malentendus, de responsabiliser ses équipes et de créer une culture du feedback sain et constructif. Et puis elle partage, dans le livre, elle partage des anecdotes de son passage chez Google et Apple où elle a vu des exemples concrets d'application et de non-application de ces principes. Donc, très bon bouquin, si vous lisez l'anglais, je vous conseille. Deuxième bouquin, j'en ai déjà parlé, de Brené Brown, Dare to Lead. Mais j'en ai déjà parlé juste un petit peu comme ça dans d'autres épisodes, je vais peut-être rentrer un peu plus dans le détail parce que c'est un bouquin aussi qui est, alors il n'est pas en français non plus, il est en anglais. C'est un livre fondamental sur le leadership fondé sur la vulnérabilité, le courage et l'authenticité. Mais oui, mais oui. Il s'appuie sur des années de recherche de psychologie sociale et en management pour proposer une nouvelle approche du leadership, un leadership courageux, qui s'ancre dans la confiance et l'ouverture émotionnelle. Et ça, c'est une des pierres angulaires du leadership holistique. Les idées clés du livre. Je vais un petit peu plus loin que le sujet du podcast du jour, mais parce que je trouve intéressant ce bouquin. La première idée, c'est le courage comme compétence clé du leader. Contrairement à l'idée du leader invincible, Brené Brown, elle démontre que les meilleurs leaders sont ceux qui acceptent leur vulnérabilité et savent naviguer avec authenticité. Le deuxième point, c'est que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse mais une force. Un leader qui montre ses doutes et ses émotions crée un climat de confiance et de sécurité psychologique. Ça montre qu'on est tous humains finalement. Et donc on est égaux. Ça favorise l'engagement et l'innovation. Le troisième point, c'est les armures du leadership à déconstruire. Dans son bouquin, elle identifie des comportements de protection, la peur du jugement, le besoin de contrôle, le cynisme, qui empêchent un leadership véritablement humain et inspirant. Quatrième point, la culture du feedback courageux. Comme dans Radical Candor de Kim Scott, Brown insiste sur l'importance d'un feedback honnête et bienveillant, en évitant la complaisance ou l'agressivité. Le cinquième point, clear is kind, unclear is unkind. Être clair et direct, même si c'est difficile, c'est un acte de respect. L'ambiguïté crée du stress et des malentendus. Le sixième point, le leadership basé sur des valeurs. Un leader doit identifier ses valeurs fondamentales et les incarner dans son quotidien au-delà des discours. Et enfin, le septième point, c'est de créer des cultures de confiance et de résilience. Elle parle d'un concept de braving, B-R-A-V-I-N-G, qui est un acronyme pour définir les éléments qui construisent la confiance. Donc, le B, c'est pour boundaries, donc c'est les limites. Le R, c'est pour reliability, la fiabilité. Le A pour accountability, la responsabilité. Le V pour vault, confidentialité, hein, c'est le coffre-fort, le vault. I, c'est l'intégrité. Le N, c'est le non-jugement. Et le G, c'est la générosité. Donc voilà, je trouvais intéressant ces deux bouquins. Je mettrai les liens dans les commentaires de l'épisode. Très bon bouquin si vous lisez l'anglais. Euh, Vraiment, je conseille. Et puis, je voudrais partager avec vous aujourd'hui un outil pour se préparer au feedback authentique. Et puis cet outil, c'est une checklist, parce que en fait, pour se préparer, c'est toujours la même chose. Donc l'idée, c'est d'avoir cette checklist pour se préparer. Premièrement, clarifiez votre intention. Pourquoi voulez-vous donner ce feedback? Est-ce pour aider la personne à s'améliorer ou simplement exprimer une frustration? Deuxième point de la checklist, assurez-vous d'être factuel et précis. Donc identifiez des faits concrets plutôt que des jugements généraux. Par exemple, tu es toujours en retard. C'est pas la meilleure façon de dire une chose. C'est cette semaine, tu es arrivé en retard 3 fois. Voilà, moi ça c'est plus clair. Et puis la personne peut pas protester. Le troisième point de la checklist, c'est vérifier votre état émotionnel. Est-ce que vous êtes calme et centré pour éviter toute réaction excessive? Est-ce que vous êtes dans les bonnes conditions? Et parfois, c'est pas le cas, donc il vaut mieux pas le faire. Il faut mieux attendre d'être dans les bonnes conditions. Si on est sous l'effet de l'émotion, quelle que soit la raison de l'émotion, ça peut être personnel, hein, sur sa vie privée, ou sur l'émotion par rapport à l'entretien que vous voulez avoir avec la personne, prenez du recul avant d'intervenir. Le quatrième point, c'est de choisir le bon moment et le bon cadre. Donc à chaud, juste après un événement, ou à froid plus tard avec du recul, c'est la question, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'on fait ça en privé ou en public? Et je conseillerais quand même globalement de toujours être en privé pour un feedback correctif. Alors après, il y a des situations plus délicates où c'est un entretien difficile parce qu'il y a du recadrage à faire. On peut parfois le faire avec une personne des ressources humaines juste pour être sûr que euh,
il n'y ait pas de malentendu, qui est une sorte de témoin en fait. Euh, Préparez votre message avec une structure claire, donc utilisez la méthode DESC, je la rappelle, décrire, c'est-à-dire exposer les faits, objectivement, exprimer, partager son ressenti, spécifier, proposer un changement ou une amélioration et expliquer les conséquences. Ça, c'est une super bonne méthode, franchement, ça marche très bien. Le 6e point de la checklist, c'est vérifier votre ton et votre langage corporel. Votre voix est-elle calme et bienveillante? Votre posture est-elle ouverte et engageante? Je sais, ça fait beaucoup de choses. Le point numéro 7 de la checklist, c'est prévoyez d'écouter activement. Donc, c'est vrai que vous avez suffisamment de temps pour poser des questions ouvertes, pour comprendre la perspective de l'autre. Je rappelle toujours la question type, comment as-tu ressenti cette situation? Qu'est-ce que ça t'a fait ressentir? Comment tu l'as vécu? Laissez la personne parler et soyez à l'écoute. Pratiquez le 50-50. Soyez prêt, ça c'est le 8e point, à répondre aux réactions. La personne, comment la personne va se comporter, soyez prêt à une réaction défensive, voire agressive. Restez calme et reformulez. Et que faire si elle demande plus de détails? Donc il faut être prêt à expliquer. C'est pas parce que vous êtes le chef que vous avez raison. 9e point de la checklist, terminez sur une note constructive. On reparle de la méthode du sandwich. Mettez en avant un élément positif ou un élément constructif ou quelque chose un encouragement pour des progrès futurs. Je sais que tu vas y arriver, je sais que tu es capable. J'ai aucun doute sur le fait que tu vas y arriver. Et le 10e point, faites un suivi si nécessaire, c'est-à-dire vérifiez l'évolution après quelques jours, refaites un feedback un peu plus tard. C'est quelque chose qu'on peut dire à la fin de l'entretien en disant bon voilà, je te laisse, on se donne une semaine, 2 semaines, on se laisse un mois et puis on se revoit, puis on voit où on en est. Et éventuellement offrir son soutien si besoin, si on a besoin de faire du coaching ou du mentoring. Donc voilà pour la checklist. Pour la conclusion de cet épisode. Donner un feedback authentique demande de l'honnêteté, de la préparation et de la bienveillance. C'est une compétence qui transforme des relations et les performances, c'est une compétence qui s'apprend. Moi, je vous assure, c'était vraiment pas mon point fort. J'étais vraiment pas doué pour ça quand j'avais entre mes 20 et 30 ans. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai appris dans la douleur et j'ai appris par la pratique aussi. Donc le défi de la semaine. Identifie une situation où tu peux donner un feedback. Fais-le avec quelqu'un où il y a déjà une relation de confiance, c'est plus simple, ça peut être un ami, ça peut être ton conjoint ou ta conjointe, voilà, ou un collègue du travail en qui il y a déjà une relation de confiance, mais tu as un feedback authentique à lui faire. Prépare-le avec la petite checklist là, dont je t'ai parlé, donc réécoute, note les 10 points de la checklist que je t'ai proposé. Utilise la méthode DESC et donne ce feedback dans les prochains jours. Et puis note la réaction, alors de ce que tu as appris, de cette expérience que ça a fait pour toi, et puis demande à la personne en face ce que ça a fait pour elle, la personne, elle, il ou elle, peu importe le sexe de la personne. L'idée, c'est de prendre la confiance aussi en soi. Probablement qu'au début, la première fois, elle va pas être géniale, donc il faut pratiquer. Mais voilà, si on se prépare bien, qu'on utilise la bonne méthode, normalement, ça doit bien se passer. Et puis prenez pour la première fois, si vraiment prenez pas une situation où il y a beaucoup d'émotions, où il y a des enjeux très forts, etc. Parce que ça va être trop compliqué. Allez-y doucement. Je rappelle, Kaizen, toujours, méthode des petits pas. Donc on y va avec une personne de confiance pour un petit feedback qu'on veut faire, et puis on apprend. Voilà, je te remercie en tout cas, je t'invite à partager tes expériences et tes réussites sur les réseaux sociaux du leadership politique. Et dans les prochains épisodes, on va découvrir comment la méditation a transformé le leadership d'une personne inspirante. Donc je te remercie d'avoir passé cet épisode avec moi. Je te souhaite une belle semaine, prends soin de toi et pratique le feedback.